Réussite vous est présentée par Ecobank, la banque panafricaine. Et Comfortjet, la première compagnie aérienne d'affaires basée au Togo. Bonsoir. Dans le domaine des idées, tout dépend de l'enthousiasme. Dans le monde réel, tout repose sur la persévérance. J'aurais adoré être à l'origine de cette citation, mais elle est signée Goethe. Je voudrais juste rajouter que tout repose aussi sur la bonne gestion des outils et des hommes. On va beaucoup en parler dans cette émission. Bienvenue dans Réussite, le magazine de l'économie africaine. En compagnie de vous aujourd'hui, Victor Ndiaye. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Vous êtes à la tête d'une entreprise africaine de conseil en management. Nos confrères du magazine New African vous ont classé parmi les 100 personnalités les plus influentes d'Afrique. On aura l'occasion d'y revenir plus en détail au cours de l'émission. Voici le sommaire. Il représente à lui seul 3% du PIB de son pays, la Tanzanie. Portrait de Mohamed Dewji, le milliardaire le plus jeune d'Afrique. Vous verrez comment, en quelques années seulement, il a transformé l'affaire familiale d'import-export en conglomérat industriel. Histoire d'une renaissance, en 5 ans, Tradex est devenu le 3e réseau national de distribution au Cameroun et son succès ne doit rien au hasard, c'est l'État qui a trouvé la bonne formule en faisant appel à un gestionnaire privé. La technologie au secours des agriculteurs. Au Kenya, nous avons rencontré les créateurs de Takaful. C'est une société d'assurance qui utilise des satellites pour déterminer précisément les sinistrés à indemniser. Autre particularité, il s'agit d'une mutuelle islamique. Vous ne devinerez jamais comment Eric Radzonar a fait fortune. Nous irons aussi à Madagascar à la rencontre du roi de l'engrais naturel. Un indice, il sera beaucoup question de chauve-souris. Et puis, confidentiel, il y a encore 10 ans, la noix de cajou est aujourd'hui la star des produits agricoles. Elle est à présent plus demandée que le café, enquête sur la pépite inattendue de la Côte d'Ivoire. Produire, transformer, distribuer, c'est sur cela que repose la réussite de Mohamed Dewji, que vous connaissez peut-être. Sachez que son père était dans le négoce, lui a choisi de bâtir un groupe industriel, un choix porteur. Il est milliardaire à moins de 40 ans. Mohamed Dewji est aujourd'hui la 3e fortune d'Afrique. Nous l'avons rencontré chez lui en Tanzanie. Le Colosseum Gym, l'une des plus grandes salles de sport de Dar es Salaam. Aujourd'hui, comme 6 fois par semaine, Mo Dewji travaille son endurance. Vous savez, je cours très vite. 12 km/h en moyenne. C'est fatigant, mais c'est bon de penser aux affaires pendant l'exercice. Et de temps en temps, je trouve de bonnes idées pendant que je suis à la salle de sport. Une fois, pendant que je m'entraînais, j'ai vu 2 types avec du Red Bull. Ils faisaient une pause avant de soulever de la fonte. Alors je me suis dit, ok, Red Bull, c'est une marque autrichienne. Une marque de haut niveau, mais on devrait avoir notre propre marque africaine. Alors on a créé une boisson appelée Mo Bomba. C'est une boisson énergisante. À 39 ans seulement, Mohamed Dewji est le 3e homme le plus riche d'Afrique, avec une fortune estimée à 500 millions de dollars. Il est à la tête d'un conglomérat qui emploie près de 24 000 personnes dans le monde. Ses journées de travail commencent immanquablement à 5 heures du matin, dans sa voiture, parce que chaque minute compte. Je reçois entre 700 et 800 mails par jour. Alors le matin, je commence par les trier. Lorsque j'ai terminé, il est 6 heures du matin et je dois encore travailler au moins 1h30 avant de démarrer mes réunions. Parce que notre entreprise est présente dans de nombreux domaines, comme le sucre, le cacao, le café, l'huile de palme. Alors je dois d'abord lire tous les rapports d'activité.
Son groupe METL, qui veut dire Mohamed Enterprise Tanzania Limited, réalise aujourd'hui 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel. Diplômé de la prestigieuse université américaine de Georgetown, il commence sa carrière à Wall Street. C'est sur les conseils de son père qu'il décide de revenir en Tanzanie à la fin des années 90 pour reprendre l'affaire familiale. À cette époque, mon père avait une société de trading. Tout ce qu'il faisait, c'était importer et exporter. Il importait des matières premières, du sucre, du riz, des engrais, etc. Et exportait des noix de cajou, du cacao non transformé, du café, des graines de sésame, des pois. Mohamed Djoudji n'est pas seulement un héritier. Depuis qu'il a repris les rênes de l'entreprise familiale, il a profondément transformé son business model. Quand mon père importait de l'huile de cuisine, alors ma question était « Pourquoi ne raffinons-nous pas cette huile ?» Quand on importait de la farine, ma question était « Pourquoi on ne moud pas de blé ?» Donc on est allé dans une augmentation de la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, en Tanzanie, on a 36 usines. La réussite de Mohamed Djoudji, c'est ça. Produire de la valeur ajoutée en transformant lui-même les matières premières. Pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait prendre le coton africain, l'envoyer en Chine ou en Inde, le filer, le tisser, faire du profit et le renvoyer ensuite en Afrique, alors que nous ne pourrions pas le faire? C'est le défi que j'ai relevé. Donc moi, je cultive le coton, je le file, je le tisse, je le traite, je le découpe, j'imprime, je teins, je tricote. Et bientôt, je vais le commercialiser. Je fais tout. Savon, boissons, détergents, produits alimentaires, vêtements, dentifrices, tracteurs, vélos, mais également opérateurs de téléphonie, services financiers et logistique. Son conglomérat est présent dans pratiquement tous les domaines et dans 11 pays d'Afrique. Et sur son marché domestique en Tanzanie, Mohamed Djoudji dispose d'un atout de taille. Le cœur de notre entreprise, c'est la distribution. Nous avons 120 magasins sous notre nom et nous possédons plus de 2000 véhicules pour livrer les autres. Une flotte de véhicules qui livre quotidiennement des milliers de points de vente à travers le pays. Mohamed Djoudji intègre toutes les étapes, de la fabrication à la distribution jusqu'au consommateur final. C'est l'intégration verticale. Pour mettre en œuvre sa vision, il a fait appel à un spécialiste recruté chez Coca-Cola. Prenez les grosses compagnies comme Coca-Cola. Pourquoi, selon vous, font-elles elles-mêmes la distribution? C'est parce que cela développe un lien entre les commerçants et la société. Cela leur donne le sentiment qu'on est à leur service, qu'on s'occupe d'eux. Cela développe de la loyauté. Certes, ça a un coût, mais c'est un investissement sur l'avenir. Et pour s'assurer de la loyauté de ses revendeurs, Youssouf Ali fait des tournées quotidiennes. Il vient vérifier qu'il n'y a pas de rupture de stock. Il en profite pour leur proposer de nouveaux produits du groupe METL. Une stratégie qui s'avère payante. Il y a un an, on a lancé notre gamme de détergents. Et alors que notre concurrent direct faisait ses produits depuis 10 ans, en une année, on a pris 50% de part de marché. C'est ça la force de notre stratégie de distribution. Pour rester le numéro 1 dans tous les secteurs, il faut un leadership sans faille. C'est aussi ça, la méthode Djoudji. L'homme d'affaires vient par exemple de recevoir les résultats des ventes dans les supermarchés. Ils ne sont pas satisfaisants à ses yeux et il n'hésite pas à le faire savoir à ses commerciaux. Le mois dernier, on a eu de mauvais chiffres sur la farine. Je veux que vous compreniez bien, on est assis sur 3 milliards de francs CFA de stock qui n'a pas bougé de notre entreprise depuis 360 jours. En ce moment, le stockage nous coûte entre 5 et 8 $ le mètre carré. Vous vous rendez compte de l'argent que je perds? Alors bougez-vous et liquidez-moi ce stock le plus vite possible. C'est bon, restez assis. Allez, salut. Vous savez, ce que je veux, c'est créer chez mes collaborateurs un sentiment de propriété. Évidemment, ici, c'est une entreprise privée, mais je ne veux pas que mes employés pensent que le propriétaire, c'est seulement moi. Ils doivent s'y sentir pleinement intégrés. Ils doivent penser que c'est leur compagnie pour qu'ils agissent
comme s'ils en étaient vraiment propriétaires. Cette implication sans faille de ses troupes, Mohamed Djoudji sait qu'elle est primordiale s'il veut atteindre ses objectifs. Il prévoit en effet de doubler son chiffre d'affaires d'ici 2016. Pour cela, il envisage notamment d'installer des usines en Zambie, en Éthiopie et au Malawi. Un investissement à 200 millions de dollars. Et comme il avait dépassé les capacités des établissements locaux, il a dû faire appel à un pool de banques sud-africaines. Preuve que l'ambition de Mohamed Djoudji n'a pas de limite. Let's go. Victor Ndiaye, j'aimerais que l'on commente ensemble les choix stratégiques de Mohamed Djoudji. Pour moi, c'est un cas d'école. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce reportage? D'abord, 1,8 milliard de dollars, c'est une belle multinationale africaine. C'est vrai. L'émergence, c'est avoir 5 à 10 entreprises de ce type par pays qui créent des emplois, qui font travailler tout un réseau de PME, qui payent leurs taxes, qui ont un véritable engagement citoyen. Alors, pourquoi on n'a pas plus de profils comme celui-ci, à votre avis? Le reportage montre 2 conditions clés. Oui. La première condition, on le voit, il a un portefeuille d'activités assez divers, mais avec un certain nombre d'activités comme la téléphonie, qui génèrent beaucoup de cash et qui permettent d'investir de façon plus massive dans l'industrie, qui demande beaucoup de capitaux et avec un retour beaucoup plus lent. Être dans la téléphonie, c'est un secteur clé. Ça, je l'entends. C'est au-delà de la téléphonie. Ce sont tous les grands secteurs domestiques dans nos pays. C'est la grande distribution, la distribution pétrolière, le BTP, les services financiers. Il y a tout un tas de grands secteurs domestiques qui sont de vrais marchés dans nos pays et à partir desquels il est possible de bâtir un capitalisme national fort qui est capable ensuite d'accompagner les pays vers leur politique de diversification économique et d'industrialisation. Est-ce que vous pensez que c'est spécifique à cette génération-là d'Africains? Il est trentenaire, il n'a pas 40 ans, Mohamed Djoudji, et lui, il a fait le choix de transformer la société d'import-export de ses parents en un groupe industriel. Il n'est pas le seul à faire ce choix-là. C'est exact. Ça nous mène à la deuxième condition de réussite, et c'est notamment ce que j'appellerais le rôle du patriarche, le rôle du père. C'est-à-dire, qu'est-ce que son père vient faire là-dedans? Le père, d'abord, a bâti un grand réseau de commerce, mais il a fait plus que ça. Il a préparé son fils à travers de bonnes études, à travers certainement toute une éducation, et on se rend compte que c'est cette éducation derrière qui a permis de mettre les conditions pour bâtir une vraie dynastie. Ce que vous faites ne vous appartient pas tout à fait. C'est un héritage que vous recevez, que vous devez ensuite transmettre à vos enfants. Et vous avez le devoir, pendant votre passage, d'aller le plus haut possible. Vous savez, c'est une tradition. Dans cette émission, on prend des questions des téléspectateurs. En voici une que nous avons retenue parce que finalement, ce thème est revenu très souvent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de monopole dans la démarche de Mohamed Djoudji? On a vu, il est dans le savon, dans la téléphonie, dans les tracteurs. Enfin bon, ces activités sont immenses, quoi. D'abord, il transforme. Donc pour l'instant, il fait quelque chose qu'on fait très peu en Afrique. S'il n'est pas dans un monopole, il innove, il est pionnier. L'autre point, c'est qu'il est important pour qu'une économie se développe d'avoir de très grandes structures qui tirent les autres, qui sont capables d'aller sur le marché international et sur le marché mondial. Et aujourd'hui, il a les rênes pour aller sur le marché mondial. Le problème, ce n'est pas le monopole, c'est vraiment le fait d'avoir des grands qui émergent et qui tirent les autres. Alors, dans toutes les bonnes écoles de management, on apprend qu'il faut savoir donner aux salariés un sentiment d'appartenance. Exact. Au-delà des mots, comment on fait ça, concrètement? Partager une vision, une ambition commune. Il y a certains qui vous disent « Venez travailler chez nous, on construit des ordinateurs ». Et Apple Jobs disait « Venez travailler chez moi, on va transformer le monde ». C'est le même travail, mais ce n'est pas la même ambition et ça n'a pas la même vision. On ne raconte pas la même histoire, en fait. Exactement. Et donner du sens est le premier moyen de faire adhérer. Alors, est-ce que le sens suffit? Parce que, très honnêtement, moi, je me dis, si vous voulez donner un sentiment d'appartenance, distribuer, je ne sais pas, des stock options, ça marche bien, ça, non? Ça aide. Effectivement, je pense que c'est important aussi que les gens voient que le retour de leur travail bénéficie à tout le monde. Ça bénéficie au niveau financier, mais ce n'est pas le seul. Ça bénéficie aussi en termes de
formation personnelle, en termes d'épanouissement. La capacité à mettre en place un environnement adéquat, aussi bien financier qu'humain, je pense, est fondamental pour que les gens s'épanouissent et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et dans les entreprises que vous conseillez, est-ce que ça se fait de distribuer des stock options? Oui, et ça va se faire, j'espère, de plus en plus, parce que je pense que c'est une des orientations du capitalisme moderne. Il y a une vraie bataille aujourd'hui qui est la bataille des talents. Oui. Et il faut savoir les garder. Il faut savoir les garder, exactement. Par tous les moyens. On va parler d'une autre success story. Il s'agit de Tradex. Tradex est une ancienne société d'import-export public qui a fait plusieurs choix intéressants. Le premier, c'est de changer de métier. Elle s'est recentrée sur la distribution. Le deuxième, c'est de confier sa gestion à un gestionnaire privé. Et les résultats sont impressionnants. Ça se passe au Cameroun. Regardez. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les élèves ingénieurs de la 8e promotion de l'Université catholique d'Afrique centrale. Dans quelques minutes, une cérémonie de fin d'études va être donnée en leur honneur. Les élèves ont répondu présent, leurs familles les accompagnent, il ne manque qu'une personne à l'appel. On attend le parrain de la cérémonie qui est le directeur général de Tradex. C'est la tradition. Chaque promotion de grande école se choisit un parrain. L'élu, c'est lui, le PDG de Tradex. Il s'appelle Perial Jean Nyodog. À 57 ans, cet ingénieur de formation est à la tête d'une des plus importantes sociétés pétrolières du Cameroun. Dans un secteur largement dominé par les multinationales, Tradex, la société camerounaise, fait figure d'exception. Alors, ce jour-là, son discours est très attendu. Mes chers filleuls, vous êtes une promotion de 40 jeunes cadres originaires de 7 pays d'Afrique. Je me dois de vous rappeler que ce continent est notre patrimoine commun. Vous devrez, à vos futurs postes, travailler à son intégration et à son développement. Ayez en permanence l'ambition de servir et de faire progresser l'Afrique et l'humanité. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Remise de diplôme, séance photo, interview, le PDG se prend facilement au jeu. Je me sens vraiment fier d'avoir été reconnu comme leur parrain. Et donc c'était important pour moi parce que nos jeunes qui viennent derrière, ils ont besoin, au-delà de la formation académique, de conseils pour mener le mieux possible leur vie professionnelle. Parce que Perial Jean Nyodog est un exemple de réussite. Bon, on va au siège à Bonanger d'abord. En 2000, lorsqu'il est nommé à la tête de Tradex, l'entreprise est détenue en partie par l'État. C'est une société anonyme à capitaux partiellement publics qui réalise un chiffre d'affaires de seulement 5 milliards de francs CFA. Perial Jean Nyodog va apporter son expérience de manager du privé. En 10 ans, il a multiplié le résultat de Tradex par 5. Aujourd'hui, une station Tradex, en termes de volume, réalise à peu près le double de la moyenne nationale des stations-service. Ce résultat, c'est le fruit d'une stratégie à contre-courant. À l'origine, Tradex n'était qu'une modeste société de négoce du pétrole. Mais en 2006, alors que les prix du baril explosent et que les multinationales se retirent du Cameroun, il décide de transformer l'entreprise en société de distribution d'essence, à l'inverse de la tendance du marché. Nous avons estimé qu'il fallait que Tradex se positionne comme une alternative aux sociétés multinationales. C'est ainsi que non seulement nous avons décidé de rentrer dans la distribution, mais surtout nous avons nous avons voulu faire de cette activité dorénavant le cœur de métier de Tradex. Une stratégie qui a fonctionné au-delà de ses espérances. Aujourd'hui, il est à la tête d'un réseau de 40 stations-service et revendique près de 17% de part de marché de la distribution d'essence au Cameroun. Pour s'imposer aux côtés de géants comme Total ou MRS Corley, Perial Jean Nyodog fait le pari de la qualité de service dans ses stations. Le PDG est sans cesse sur le terrain. Il vient contrôler l'organisation mise en place dans ces stations-service pour éviter les files d'attente et optimiser le débit d'essence. Un peu vers l'extérieur, vous avez des pompes rapides, donc qui ont un débit plus important, donc qui permettent en particulier que des camions qu'on ne souhaite pas voir venir sous le vent
puisse se faire servir avec des pompes à débit rapide. Nous avons généralement des pompes super un peu plus décalées pour permettre surtout à l'usage des motos. Parce qu'en période de pointe, l'auvent est assez encombré. Autre axe de développement pour Tradex, le gaz. En début d'année, l'entreprise a mis sur le marché une bouteille de butane équipée d'un système de contrôle de volume. Une idée toute simple pour se différencier de ses concurrents. Et ça marche. Cette lunette qui est mise ici sur le robinet permet de voir d'abord lorsque vous achetez la bouteille qu'elle est bien pleine. Lorsque on arrive au bout, on sait que dans quelques jours, on n'aura plus de gaz dans la bouteille. Ça permet de prendre la deuxième bouteille et d'aller s'approvisionner à la station. Ouais, donc vous avez vraiment le souci du client. Ah oui, je peux vous dire, c'est une bouteille qui nous est même demandée aujourd'hui par des pays et d'autres pays en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, Tradex ne veut plus jouer l'outsider, mais rivaliser avec les plus grands. Outre l'achat d'un réseau de distribution en Centrafrique et l'ouverture de la première station Tradex au Tchad, le PDG n'abandonne pas le marché intérieur. Il faut que la société continue de se développer. Vous savez, aujourd'hui, il y a un gros développement des infrastructures dans notre sous-région. Et on se rend compte que, par exemple, tout le bitume qui est utilisé est importé. Voilà des axes pour ne donner que cet exemple. Vous pouvez comprendre que je ne veuille pas beaucoup m'étaler sur nos projets, mais... Avec plusieurs centaines de kilomètres de routes construites chaque année au Cameroun et le projet d'autoroute entre Douala et Yaoundé, Perial Jean Niodog a flairé la bonne affaire. Contrairement à ses concurrents directs, les multinationales, Tradex peut jouer sur tous les tableaux. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élève à 25 milliards de francs CFA, en croissance constante depuis sa création. Tradex vient d'ailleurs de s'offrir un nouveau siège social à Douala, un bâtiment à la hauteur des ambitions de son patron. Voilà, encore un patron ambitieux. Victor Ndiaye, j'aimerais juste avoir votre sentiment sur ce reportage. Nous avons là une belle illustration de la possibilité d'avoir des champions nationaux dans les grands secteurs domestiques. Ici, la distribution pétrolière, avec des managers compétents, innovants et qui ont une véritable vision. Cette compétence est fondamentale, on le voit ici, et on voit que c'est une entreprise publique au départ et qui marche. C'est parce que, quel que soit le type d'entreprise, arriver à mettre en place les bonnes compétences et les laisser travailler donne ces résultats. D'accord. Alors vous parlez de compétences. Je vais aller un petit peu plus loin et peut-être poser une question polémique, mais est-ce que c'est parce que c'est un privé qui gère que là ça marche? Oui, absolument, parce que l'État est un mauvais gestionnaire. Ah. Mais ce n'est pas son rôle en même temps. Gérer une entreprise, c'est être dans un champ concurrentiel et être plus performant que les concurrents. L'État a vocation à être au-dessus et à être l'arbitre de cette concurrence. On ne peut pas être l'arbitre et le joueur. Intéressant. En même temps, l'État a souvent un certain nombre de contraintes, notamment politiques, qui fait que la gouvernance ou les nominations dans ces entreprises font rentrer tout un tas de considérations qui n'ont rien à voir avec la performance de la gestion. Donc c'est clair, c'est parce que c'est un privé que ça marche, et je dirais plus loin, un privé que l'État laisse travailler avec une gouvernance qui lui permet de se focaliser sur ses objectifs. Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire. Le rôle de l'État, selon vous, c'est d'être au-dessus de la mêlée. Alors on se demande, en réalité, ce que l'État fait encore en tant qu'actionnaire dans une société comme Tradex. Est-ce que le rôle de l'État, c'est d'être dans la distribution pétrolière, tout simplement? Le rôle de l'État est plus que d'être au-dessus de la mêlée, c'est aussi être celui, quelque part, qui indique la direction globale. Un pays a besoin d'une ambition, d'une vision et de faire en sorte de fédérer toutes les énergies et les compétences d'un pays vers cette direction. Que l'État soit présent dedans ensuite n'est pas indispensable. Elle peut être utile dans certains cas parce qu'elle permet d'avoir un actionnaire fort, justement, qui défend la direction. Par contre,
lorsqu'on arrive à avoir un certain nombre de leaders économiques dans le pays qui sont en phase avec la vision, lorsqu'on a une gouvernance et des acteurs privés qui travaillent en complicité avec l'État, l'État n'a pas besoin d'être présent. Une dernière question avant que l'on passe à notre nouveau reportage. Vous vouliez dire un mot de l'école qu'on a vu au tout début de ce reportage? La formation est un des grands défis de l'Afrique. Oui. Et nous sommes aujourd'hui confrontés au défi de transformer totalement notre système éducatif. On a un système éducatif qui ne forme pas suffisamment par rapport aux besoins de nos économies. Et nous devons réorienter et inventer un nouveau système éducatif qui oriente véritablement vers l'emploi. Et cette école montre en partie ce qu'il faut faire. Elle forme pour des formations très ciblées et pour l'emploi, notamment des ingénieurs. L'Afrique a besoin d'ouvriers qualifiés, de techniciens supérieurs et d'ingénieurs. Là, on forme des ingénieurs. Et ensuite, avec une vraie participation du secteur privé, c'est fondamental aussi pour que le système de formation s'oriente plus vers leurs besoins. Et puis je dirais en prime, en plus que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes filles, c'est aussi l'avenir de l'Afrique, effectivement, parce qu'on a vu les limites du leadership des hommes. Eh bien, figurez-vous que Réussite est parfaitement d'accord avec vous. L'éducation, c'est primordial. Ce sera même le thème de notre prochaine émission, entièrement dédiée à la formation en Afrique. Je voudrais qu'on parle maintenant d'un autre secteur extrêmement important, celui de l'agriculture. Vous le savez, souvent chez nous, une sécheresse et il faut tout recommencer à zéro. Eh bien, pour éviter de dépendre de chaque aléa climatique, Takaful assure les agriculteurs et les éleveurs. L'entreprise utilise des satellites, pour évaluer les dégâts et fonctionne selon le principe de la finance islamique, c'est-à-dire aucun profit, 100% de redistribution. Deux bonnes raisons pour aller les voir au Kenya. Reportage. Dans la corne de l'Afrique, l'agriculture pastorale fait vivre plus de 70 millions de personnes. Dans ces régions arides, ce que les éleveurs redoutent le plus, c'est la sécheresse qui décime leurs troupeaux. Comme il y a 3 ans, en 2011, la région a connu la pire sécheresse de ces 60 dernières années, entraînant la mort du bétail et la première famine du XXIe siècle. Et même lorsque la pluie revient, les éleveurs qui n'ont plus rien doivent repartir de zéro. Pourtant, les conséquences de ce phénomène météo ne sont pas une fatalité. La sécheresse, c'est un risque comme un autre, et un risque, cela s'assure. C'est en tout cas l'avis d'Hassan Bachir, le fondateur des assurances Takaful. Selon lui, l'assurance est tout à fait adaptée aux difficultés que rencontrent les éleveurs du nord du Kenya, parce qu'ils en ont les moyens. Les gens dans ces régions ne sont pas pauvres. Les difficultés auxquelles ils sont confrontés sont qu'ils accumulent de la richesse pendant les bonnes années et perdent toute cette richesse les mauvaises années. Ici, la vie dépend de la pluie. S'il ne pleut pas, la richesse de la communauté s'évapore. Voilà pourquoi l'assurance peut aider ces populations. En se couvrant contre le risque de perdre leur cheptel, les agriculteurs reçoivent une indemnisation en cas de catastrophe. Oui, mais problème. Au Kenya, une grande partie de la population est musulmane. Une religion qui interdit l'assurance commerciale car les imams estiment que c'est un jeu de hasard. L'assurance est un service financier. Un service financier sans lequel le business ne peut pas être florissant. Mais vu la part importante de musulmans dans ce pays, il était clair pour moi qu'il fallait un modèle qui prenne en compte ces besoins. Au Kenya, l'assurance pour le bétail se doit d'être en conformité avec la loi islamique. Explication. Dans une assurance traditionnelle, par exemple, un berger qui veut s'assurer va verser une cotisation en échange de son risque. Si un dommage survient, il percevra une indemnisation. Si rien ne se passe, l'assurance garde son argent et fait des bénéfices. Mais ça, le Coran l'interdit. Le système d'assurance islamique, lui, est différent. Il est coopératif. Tous les fermiers qui s'assurent mettent leur cotisation dans une caisse. C'est une mutuelle. Si un dommage survient, l'éleveur sera indemnisé avec l'argent de tous les autres éleveurs. Takaful ne fait pas de bénéfices et ne prélève que des frais de gestion. Une fois les imams rassurés, l'autre difficulté aura été de convaincre les éleveurs. Parce que l'assurance a un coût.
Pour un cheptel moyen d'une dizaine de têtes, le prix de l'assurance représente l'équivalent d'une bête. Et pour les éleveurs de la région, un animal, ça n'a pas de prix. Quelle que soit la communauté, un troupeau, c'est une source de fierté. Il arrive souvent que pour un éleveur, quand il a un sac de nourriture, il le donne à ses vaches avant de le donner à sa famille. C'est aussi profond que cela. Et c'est pour ça qu'il est difficile de les convaincre de vendre un animal pour acheter une assurance. Pourtant, ces arguments ont fini par porter leurs fruits lorsque les éleveurs ont compris qu'ils pouvaient être remboursés en cas de perte d'animaux. Pendant la dernière sécheresse, j'ai perdu une partie de mon troupeau. J'ai été remboursé, j'ai même reçu plus que le montant de ma cotisation. Résultat, Takafoul a réussi à convaincre 248 éleveurs. Cela représente près de 4000 têtes de bétail assurées. Mais face au développement de son modèle, l'assurance est confrontée à un autre défi. Comment vérifier les pertes des éleveurs afin de les indemniser? Une vérification individuelle est problématique dans la Corne de l'Afrique. Ce sont des pays en voie de développement. Si vous allez sur le terrain, ce sont des zones totalement déficientes en infrastructures. Et le niveau d'éducation est très bas. Si nous voulions vérifier les pertes d'un agriculteur, ce serait tellement coûteux qu'aucune assurance commerciale ne serait bon marché. La solution est venue de l'espace. Un satellite d'observation de la NASA chargé d'établir une cartographie de l'évolution de la végétation dans le temps. Une mesure appelée NDVI qui permet de visualiser les zones touchées par la sécheresse. Ici, c'est l'image de tous les comtés du nord du Kenya. Il y en a 11. Vous voyez, pour une année normale, du 1er au 10 mai 2010 par exemple, les images du satellite sont totalement vertes. Mais durant les années de sécheresse, comme en 2011 où il y a eu une sécheresse importante, vous voyez que l'image est devenue marron. Un instrument de mesure tellement précis qu'il permet de déterminer les pertes de bétail à l'échelle d'un village. Sur cette parcelle rouge par exemple, le manque de végétation est signe de sécheresse et donc de mortalité importante. Une collecte de données qui permet à l'assurance de chiffrer la mortalité du cheptel sans même se déplacer. Des satellites à la pointe de la technologie qui viennent au secours d'une activité ancestrale. Pour ces éleveurs, ce modèle d'assurance est un bond en avant extraordinaire. Pour la première fois de leur histoire, ils ne sont plus dépendants des caprices du temps qui, jusque-là, les empêchaient de se développer. Alors moi, ce qui me frappe, Victor Ndiaye, et vous l'avez dit, en fait, pendant que l'on regardait ce reportage, c'est que ici, on a adapté la technologie à la réalité locale. Et c'est ce qui manquait jusqu'à présent à l'Afrique. Exact. Ce reportage montre qu'une des clés de la transformation en cours en Afrique, c'est l'innovation. C'est-à-dire l'utilisation des méthodes et des technologies les plus actuelles pour concevoir des produits et des services véritablement adaptés aux besoins et aux réalités culturelles locales. Ce système d'assurance transforme radicalement la vie de ces éleveurs et notamment en leur donnant un filet de sécurité face à ces sécheresses dont ils subissent les effets dramatiques depuis qu'ils sont nés. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est deux points finalement. Quand on parle de s'adapter à la réalité, il y a s'adapter à la réalité voilà, économique telle qu'elle est. On sait que dans ces zones-là, c'est difficile d'avoir les infrastructures nécessaires pour faire le décompte de ce qui manque au niveau du cheptel, mais aussi s'adapter à la réalité culturelle. D'où cette finance islamique qui est utilisée ici. Effectivement, on se rend compte que l'innovation, c'est deux choses. C'est l'innovation, je dirais, technologique. Et ce sont effectivement les images satellitaires qui permettent de mettre en place un système de prévision et de contrôle des sinistres efficace et peu coûteux. Alors je note juste que moi je vous ai dit, moi je trouve ça bluffant ces satellites, vous m'avez dit oh c'est pas si compliqué que ça. Ben, disons que pour des géographes qui travaillent tous les jours sur ces images, ils savent qu'ils peuvent le faire. Ce qui apporte l'innovation, c'est de mélanger la compétence des assureurs
et la compétence des géographes. Oui, c'est cette synergie ensemble, des compétences qui apporte cette fertilisation croisée, et l'innovation, quasiment toujours, vient de là. Donc l'innovation, d'un côté, ce sont les nouvelles technologies, mais de l'autre, c'est aussi tout simplement le fait d'utiliser de nouvelles approches, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire qui correspondent et qui répondent aux besoins, en l'occurrence des populations. La finance islamique est une approche qui permet de tenir compte des réalités du terrain. On ne sait pas, on n'a pas à dire est-ce que le terrain est bon ou pas, est-ce que les guides religieux ont raison ou pas, il est comme il est. Et innover, c'est apporter des produits en face qui permettent d'y répondre. Et on se rend compte que l'Afrique bouge, justement parce qu'on sort de ce copier-coller des solutions venues d'ailleurs, et que, comme en Inde, on s'approprie les nouvelles technologies et on met en place de nouveaux business models qui permettent de s'adapter aux besoins. De vraiment coller à la réalité. Alors justement, dans votre pays, le Sénégal, il y a, si je ne me trompe pas, 90% de musulmans. Et pourtant, on vient seulement aujourd'hui, tout récemment en tout cas, de mettre en place les premiers soukouk. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce sont les certificats d'investissement conformes au Coran. Pourquoi est-ce que la finance islamique n'est pas plus exploitée, justement, dans une région comme la vôtre? Elle se développera forcément. Ça fait partie des réponses qui paraissent de plus en plus adaptées aux réalités locales. C'est peut-être parce que le système bancaire était dans une logique beaucoup d'utiliser, j'imagine, des produits et des services venus d'ailleurs et ne se sont pas suffisamment adaptés aux réalités locales. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a de nouveaux systèmes, de nouvelles banques, de nouveaux produits qui arrivent et une bancarisation qui explose avec ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec le mobile banking. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous irons en Côte d'Ivoire et nous nous rendrons également à Madagascar à la rencontre du vrai Batman. Vous allez comprendre, ce sera juste après la pub. Vous êtes toujours sur Canal+. Réussite continue avec notre invité Victor Ndiaye, PDG de Performance, entreprise de conseil en management. C'est un drôle de métier, vous allez voir, qu'a choisi Eric Radzonar. Quand il s'est lancé en 2006, ses amis l'ont pris pour un fou. Sa femme admet que l'activité n'est pas très glamour, mais désormais, l'Europe ainsi qu'une partie de l'Afrique s'arrache son engrais 100% naturel. Direction Madagascar, sur les traces du PDG de Guanomad, alias Batman. Sur les hauteurs de la capitale malgache, à Antananarivo, sa maison est l'une des plus belles du quartier. À Madagascar, Eric Radzonar est le symbole d'une réussite fulgurante. En l'espace de 5 ans, il est devenu millionnaire en dollars. Je vais dire un peu bonjour à mon personnel. Eric Radzonar est surnommé Batman, l'homme chauve-souris, et pour cause. Sa fortune, il la doit à ces mammifères volants qui pullulent sur l'île. Au départ, c'est sur les marchés qu'il a commencé à vendre sa production, un engrais bio un peu particulier. Quand on présentait le produit, pour exciter un peu les gens, pour les orienter vers nous, on leur disait, voilà, c'est du caca de chauve-souris qu'on utilise comme caca de chauve-souris. C'est vrai que ça étonnait pas mal de gens. Alors les gens pensent, mais ça doit puer, ils se posaient des questions. Alors, par curiosité, beaucoup de gens l'achetaient, etc. Enfin voilà, ça se faisait comme ça. Rien ne prédestinait Eric Radzonar à se lancer dans le guano, un engrais à base d'excréments de chauve-souris. Un pari un peu fou, d'autant qu'il est expert comptable de formation. Tout a commencé par hasard au cours d'une discussion entre amis. Je connaissais moi-même rien sur le guano, j'avais aucune connaissance dans l'agronomie, dans l'agriculture, et on m'a parlé de ça, en disant qu'il y a un potentiel important à Madagascar, qu'il y a de la fiente de chauve-souris qu'on peut utiliser comme engrais. Et à ma grande surprise, je suis arrivé, j'ai visité une grotte, j'étais surpris, il y avait 3000, 4000 tonnes de guano qui restaient là, et que les Malgaches n'ont jamais extrait. Personne ne pensait qu'on pouvait faire de la fertilisation avec. Eric Radzonar prend très vite conscience de l'énorme potentiel qui s'offre à lui. Il décide alors de vider son compte en banque et de se lancer dans l'aventure avec toutes ses économies. Mais du jour au lendemain, j'ai tout laissé tomber. J'ai dit, ça y est, j'ai combien d'économies?
J'ai dit avec 100 000 euros, j'avais à peu près encore 80 000, 100 000 euros. J'ai dit je vais aller, je vais foncer là-dessus. Et après, bien évidemment, j'ai appelé également les banques locales pour m'aider, pour démarrer mon financement. J'ai démarré autour de 200 000 euros le début de mon activité. 10 ans plus tard, Eric Radzonar est à la tête d'une entreprise, Guanomad, qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 650 millions de francs CFA. Chaque année, il produit un peu plus de 13 000 tonnes de guano de chauve-souris, un engrais biologique qu'il exporte à travers le monde et notamment vers l'Europe. Notre capacité est donc de 10 tonnes par jour en moyenne. Et si on fait par heure, ça fait une tonne par heure. Les principaux sites de production de guano se trouvent dans le sud de Madagascar, à l'intérieur de grottes dont certaines sont très difficilement accessibles. La matière première, ce sont des fientes de chauve-souris qui se sont fossilisées. Une des qualités de cet engrais 100% bio provient du subtil mélange entre l'acidité des excréments et le sol calcaire. Au fil des années, la minéralisation forme le guano. Parfois à 15-20 mètres sous terre, comme des mineurs de fond, les ouvriers de Guanomad sont à la recherche du bon filon qu'ils vont extraire à la main. Des grottes comme celle-ci, il y en a des centaines à Madagascar. Eric Radzonar a eu la bonne idée d'acheter très vite des concessions qui lui permettent d'exploiter du guano dans 120 grottes pendant 15 ans. Au total, Eric Radzonar fait travailler un peu plus de 600 mineurs dans les grottes de chauve-souris. Mais son activité va bien au-delà de ces sites de production, car il aide également les agriculteurs de la région d'une manière originale. On aime bien travailler avec Guanomad parce qu'il nous donne de l'engrais à crédit. Car on n'a pas d'argent pour payer tout de suite. Et puis on les rembourse quand on a vendu nos légumes. Ça marche comme ça avec eux. C'est l'une des principales forces de Guanomad. Le produit est naturel, 100% bio et africain. Après avoir conquis l'Europe, c'est justement sur le continent qu'Eric Radzonar veut maintenant se développer. Comme vous le savez, on était avec toi à Nairobi, au Kenya. D'une manière générale, tout s'est bien passé. On a eu énormément de visites dans les stands, énormément de visites. Et les gens sont très, très intéressés par l'engrais bio. Ça, je vous le dis, il n'y a vraiment pas d'engrais bio au Kenya, pratiquement pas. Et je vous dis qu'on a eu des visites, une demande mais incroyable. Un patron heureux dont la réussite professionnelle lui a valu l'année dernière une reconnaissance internationale avec l'Africa Awards Entrepreneurship. Mais je pense que j'ai gagné un peu ce prix, je ne vous cache pas, pour les 2 ou 3 raisons que je pense. C'est d'une part, c'est innovateur comme produit, c'est bio, c'est l'environnement, c'est l'avenir, c'est le développement durable. J'adore être le leader, j'aime bien forcer, j'aime bien toujours créer, avoir une initiative, toujours créer une richesse. Et surtout quand c'est une richesse nationale, pour moi c'est vraiment une fierté, c'est une réussite, non pas que pour moi, mais pour Madagascar. Eric Radzonar a de bonnes raisons d'être optimiste. Le guano qu'il récolte est déjà distribué dans 250 points de vente à travers le pays. 40% de sa production est destinée au marché local et le reste à l'international. Les réserves de guano à Madagascar sont estimées à plus de 400 000 tonnes et il espère assez logiquement pouvoir doubler ses ventes d'ici à l'an prochain. Le patron de Guanomad qui se décrit lui-même comme un fonceur. En effet, il n'a pas peur, il a vidé son compte en banque, quitté son job et s'est lancé dans une activité à laquelle il ne connaissait rien. Est-ce que vous en croisez beaucoup, des profils comme celui-là? Pas assez en tout cas. Il y en a, mais pas assez notamment par rapport au potentiel que l'on voit en Afrique. L'Afrique est un vaste champ de ressources inexploitées. Alors ici, ce sont les fientes de chauve-souris, mais dans tout un tas d'autres domaines, dans l'agriculture, dans les cuirs des peaux, dans le bois,
on se rend compte que nous ignorons et que nous jetons des tas de sous-produits qui ailleurs sont valorisés. Et nous devons développer et inculquer cette culture que tout se transforme. Donc si je comprends bien, vous conseillez de se lancer, quoi, hein, d'y aller quand on repère une idée potentiellement intéressante. Alors la question que je me pose, forcément, c'est s'il existe aujourd'hui des outils pour mesurer le taux de risque à ne pas dépasser quand on se lance dans une affaire, quand on démarre une affaire. Disons que le véritable problème aujourd'hui, ce n'est pas le risque et les chances de réussite, c'est la difficulté à lancer des affaires devant autant de potentiel. Au fond, des gens qui ont des capacités entrepreneuriales, des capacités de récupérer des choses et de les transformer, on trouve souvent des exemples en Afrique, mais à petite échelle. Oui. Et on voit que ce formidable entrepreneur avait quand même 100 000 € en poche pour démarrer. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et pour aller chercher le reste, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Oui. Combien de fois on voit des gens qui ont des idées innovantes, qui ont les compétences, qui ont l'expérience et qui ne peuvent pas se lancer. Nous avons besoin de financement plus adapté, de capital risque, de capital développement et de manière générale d'un environnement des affaires beaucoup plus simple et beaucoup plus incitatif pour libérer les énergies et faire en sorte que ce type d'exemple se démultiplie. Saviez-vous que la noix de cajou est aujourd'hui un des produits alimentaires les plus demandés au monde, devant le café? Je vous assure, l'Afrique commence à en mesurer le potentiel. La noix de cajou peut se négocier jusqu'à 1 200 $ la tonne. Reportage en Côte d'Ivoire. Ici, dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a 30 ans, c'était la savane. Et pour empêcher l'avancée du désert, on a planté un arbre, l'anacardier. Ça, c'est le fruit de l'anacardier. Il y a deux parties, il y a la pomme et puis il y a la noix de cajou. Voilà, on débrasse la noix de la pomme, on tourne comme ça. Voilà la noix. Une noix qui s'est glissée en une dizaine d'années sur le podium des exportations ivoiriennes, se payant même le luxe de passer devant le café. Pourtant, dans les années 90, l'anacardier recouvrait à peine 100 hectares de terre dans le pays. Aujourd'hui, il occupe une superficie de 140 000 hectares, faisant de la Côte d'Ivoire le deuxième producteur mondial de noix de cajou, derrière l'Inde, mais devant le Brésil, d'où cette noix est originaire. Pour comprendre le phénomène noix de cajou, il faut se rendre à Odiéné. La capitale régionale du Nord-Ouest est en train de devenir celle de l'anacarde. Ça fait 2 ans. Idriss Dia fait partie des centaines de producteurs de la région qui se sont lancés dans cette culture. Bon, au début, ils étaient sceptiques par rapport au relâchement du prix. Ils ont vu que vraiment, ça fait café cacao du Nord. Ce café cacao du Nord, c'est la nouvelle richesse de la Côte d'Ivoire. Idriss Dia a flairé le bon filon. Il a planté 12 hectares de noix de cajou. On a fait le bon choix. On est très très contents parce que ça nous fait rapporter de l'argent. Donc on arrive à suivre notre vie sans se plaindre et puis sans aller mendier ailleurs. Donc ça fait du bruit. Et pourtant, la noix de cajou ivoirienne se négocie moins cher que sa voisine, la noix de cajou ghanéenne, car elle est jugée de moins bonne qualité par les acheteurs. Résultat, certains producteurs n'hésitent pas à traverser la frontière en toute illégalité. Le prix a été cette année 225, alors qu'au Ghana, tout près, c'est 400 francs. Certains producteurs sont tentés d'aller vendre les produits au Ghana. Cette année, Abidjan a décidé de mettre en place un prix plancher reflétant la valeur moyenne de la noix de cajou ivoirienne. 225 francs le kilo au bord du champ. Trop peu, disent les producteurs, peut mieux faire, reconnaissent ces autorités. On peut arriver à de meilleurs prix. Mais en même temps, il faut que les mêmes producteurs aussi jouent les partitions. Parce qu'un produit, c'est nécessairement la qualité qui fait le produit. Donc pour nous, on est tous en train de mettre toute une grande campagne de sensibilisation sur la qualité en place. Et ça va nous permettre de nécessairement faire valoriser ce produit-là. Et puis, on s'est dit, les producteurs auront encore de meilleurs prix.
Car il y a bien un problème de qualité pour la noix de cajou ivoirienne qui se négocie sur le marché international 60% moins cher que la noix de cajou asiatique. Un aspect qualité qui se joue aussi dans le décortiquage. C'est d'ailleurs là que se crée l'essentiel de la valeur ajoutée de l'anacarde. Un procédé long et fastidieux qui représente plus de 80% du prix de vente au consommateur final. Une étape essentielle pour rendre le produit comestible. C'est ce qu'on fait ici, dans cet atelier de la Société ivoirienne de traitement d'anacarde. Voilà, ici nous sommes dans la salle de décortiquage. Après le refroidissement des noix, les lignes sont scindées en fonction des calibres. Même si pour pondre les noix, l'entreprise utilise une machine, l'essentiel du traitement est réalisé à la main. Car la noix de cajou est très fragile. Et si elle est cassée, elle se vendra 50% moins cher. On met les amandes entières ici, on met les fondus et les râpés ici. On jette les coques dans les casiers qui sont en bas. On jette de l'autre côté là-bas pour faire des fondus. Une fois retirées de leur coquille, les noix de cajou sont séchées, lavées, triées. Au total, une dizaine d'étapes sont nécessaires avant de les exporter en container vers l'Europe. Pour Madame Touré, la propriétaire de la CITA, si les usines de transformation de noix de cajou sont si peu nombreuses en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il faut avoir une surface financière importante. Être capable d'avancer plusieurs millions de francs CFA avant de démarrer la production. La production s'étend sur 3 à 4 mois. Et c'est pendant cette période qu'il faut pouvoir acheter la quasi-totalité de la capacité de ton usine. Si tu as une usine de 3000 tonnes, il faudra acheter 3000 tonnes pendant les 3 mois, qu'il faut usiner pendant 9 mois. Vous convenez qu'il y a une trésorerie qu'il faut immobiliser. Malgré ces difficultés, l'usine de Madame Touré tourne bien. À tel point qu'elle a décidé de faire passer ses capacités de production de 3000 tonnes aujourd'hui à 5000 tonnes l'année prochaine. Mais ce marché attire d'autres investisseurs, comme le singapourien Olam. À Dabakala, à 500 km au sud d'Odiéné, la multinationale vient d'ouvrir sa plus grosse usine de Côte d'Ivoire. Ici, on traite 10 fois plus de noix de cajou que chez Madame Touré. L'usine d'Olam a une capacité de 100 tonnes jour et une capacité annuelle de 27 000 tonnes de noix brutes traitées par année. Nous avons également une autre usine à Demboko qui arrive à produire 12 000 tonnes. Donc nos deux usines arrivent à transformer environ 40 000 tonnes, qui représentent un peu moins de 10% de la production nationale. Pour atteindre de tels rendements, le procédé a été automatisé au maximum. Mais des usines de ce genre sont encore trop peu nombreuses en Côte d'Ivoire. Le pays n'exporte que 6% de sa production sous forme de noix décortiquées. Le manque à gagner est énorme. L'objectif du gouvernement ivoirien est d'arriver à 100% d'ici 2020. Une formidable opportunité pour le nord du pays de s'industrialiser autour de cette nouvelle pépite ivoirienne. Vous ne pensez pas que l'objectif du gouvernement ivoirien, ça devrait aussi être de transformer sur place la noix de cajou, parce que c'est là où est l'argent. Comment expliquer qu'aujourd'hui, la plupart de ce que l'on produit, nous, en Afrique, est effectivement transformé sur les lieux de consommation? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, possède 33% des ressources naturelles mondiales, oui, et ne représente qu'1% de la production industrielle mondiale. Cela explique tout. Cela explique notamment pourquoi notre croissance est aussi faible et pourquoi elle ne crée pas d'emplois. L'industrialisation est un impératif, notamment vis-à-vis de l'exigence de création d'emplois. Aujourd'hui, nous avons 5% de la population active qui travaille dans le secteur formel, seulement 5%. À côté de cela, on a une population active aujourd'hui de 560 millions d'actifs, dont beaucoup ne travaillent pas, sont oisifs, beaucoup de jeunes qui sortent d'école et qui ne trouvent pas d'emploi, et cette population active va doubler d'ici 2030. C'est une formidable chance pour relever le défi industriel, et notamment pour aller chercher tous ces ouvriers qualifiés, ces techniciens supérieurs dont l'Afrique a besoin. Mais c'est aussi une bombe sociale si on ne fait rien, pas. Absolument. Alors pour vous, quelle est la solution? Il faut former déjà, première chose, et ensuite? La formation, effectivement, est un impératif. Une autre contrainte importante, c'est le besoin de capitaux pour investir.
Oui. La dame le soulignait qu'effectivement, c'est difficile d'attendre le retour de l'investissement industriel qui prend beaucoup de temps alors qu'on a mobilisé beaucoup de ressources. C'est pour cela qu'il est important de bâtir un capitalisme national fort avec des acteurs nationaux qui sont capables d'investir dans l'industrie et d'accompagner ce mouvement de diversification. Formé et financé. Avant de nous quitter, un mot de votre activité. Victor Ndiaye, vous êtes, je l'ai dit, conseil en management. Vos concurrents sont des multinationales. Ce que j'aimerais comprendre, c'est comment on fait pour s'imposer dans ce domaine quand on est africain. Écoutez, d'abord parce que la nationalité, là, sur un sujet comme ça, ne joue absolument aucune importance. Nous sommes dans un secteur du savoir, et s'il y a aujourd'hui quelque chose, dans le monde d'aujourd'hui, quelque chose qui circule et qui se partage, c'est bien le savoir. Ce qui est important ensuite, c'est la capacité d'utiliser ce savoir pour régler les problèmes des économies, et en l'occurrence pour nous des économies africaines. Oui. Je pense que nous réussissons parce que nous avons été les pionniers pour s'installer en Afrique, être près des gouvernements, des acteurs du privé et les aider avec une véritable connaissance du contexte local. Voilà, vous connaissez mieux leur réalité. Donc quand vous dites que la nationalité n'a aucune importance, ce n'est pas tout à fait vrai, en fait. Non, parce que nous avons dans notre cabinet des Européens et des Américains qui travaillent sur place et qui sont excellents. La clé, c'est le fait que nous nous sommes installés à côté d'eux et que nous les accompagnons dans la mise en œuvre. C'est cette connaissance du terrain et du contexte local qui fait qu'on est capable d'accompagner véritablement la mise en œuvre, puisque planifier est important, mettre en œuvre est capital, et les vraies batailles se gagnent au moment de l'exécution. Une connaissance et une activité reconnue, puisque je le disais en ouvrant cette émission, nos confrères du magazine New African vous ont classé parmi les 100 personnalités les plus influentes d'Afrique. Victor Ndiaye, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Réussite. Le mois prochain, nous parlerons de formation et notamment de ces business schools africaines de plus en plus performantes. D'ici là, prenez soin de vous et rendez-vous sur canalplus-afrique.com pour voir ou revoir nos reportages. Bien sûr, pour nous faire vos commentaires, c'est sur les réseaux sociaux. Bye bye. Réussite vous est présentée par Ecobank, la banque panafricaine. Et Comfortjet, la première compagnie aérienne d'affaires basée au Togo.